Heureux d'avoir le professeur Jean Privot ce soir en direct. Monsieur Privot, vous êtes lexicologue, spécialiste de la langue française, et vous allez nous parler d'un de vos ouvrages, un ouvrage qui intrigue, mais qui apporte beaucoup d'informations sur les origines de la langue arabe. Alors, ce matin, j'ai pris un café sans sucre. Vous me direz que c'est du français alors que c'est de l'arabe. Oui, c'est ça. En fait, si on dit j'ai mis zéro sucre et puis que j'ai pris une orange ou un sirop d'orange, on est dans la langue arabe. Et en vérité, si mon épouse part faire des courses et qu'elle revient en disant je suis allé dans les magasins, le tarif était imbattable, j'ai ramené eh bien, une jupe de coton, j'ai posé tout ça sur le divan, eh ben, on est en langue arabe. Et nos amis et français et arabes ne le savent pas toujours. Donc, c'était l'objectif de ce livre, vraiment montrer à En, quel point nous avons une belle langue matinée évidemment, de toutes sortes d'autres langues, et notamment de la langue arabe. en tout cas, nos deux langues ont cohabité avant nos populations. Donc, le livre s'intitule Nos ancêtres les Arabes. Mais avant de parler de ce livre, vous êtes l'un des plus grands spécialistes de la langue française. Alors, d'où vous vient cet amour pour les mots et pour les langues? Ah, écoutez, j'avais un père qui était professeur de sténo et de dactylo. Alors la sténo, c'est souvent écouter les mots, puisqu'il faut transcrire. La dactylo, c'est les mots au bout des doigts. Et puis après, comme toujours, il y a la rencontre d'un professeur qui était d'ailleurs d'origine espagnole et qui était Bernard Quemada, donc qui était sensible aussi d'ailleurs à la langue arabe. Et ce professeur qui était spécialisé dans la lexicologie et les dictionnaires et qui était à la tête du Conseil supérieur de langue française. J'ai eu la chance de faire ma thèse avec lui. Et après, ben, c'est un enthousiasme qui ne vous quitte pas. Hein, et alors, le livre est né d'autre chose. Le livre est né de mon cours d'histoire de la langue française avec mes étudiants. Et devant l'émotion que je lisais dans leurs yeux, aussi bien mes élèves, j'allais dire, de longue date français, que mes élèves qui venaient de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie, de voir leur émotion devant finalement tout ce que la langue arabe avait apporté et continue d'apporter à la langue française, je me suis dit, il faut faire un livre. Voilà comment est né ce livre. Alors, au niveau le parcours, parlez un peu du parcours de la langue française. Quelles sont les influences majeures au sein de cette langue? Alors, d'abord, il y a eu, bien sûr, si on parle de territoire, il y a eu le gaulois, qui nous a laissé peu de mots, d'ailleurs, 150 mots à peu près. Puis derrière est venue la conquête romaine, donc nous avons été colonisés en quelque sorte par les latins. C'est vrai que ça a donné 80% et un peu plus même de notre langue, et ça a supprimé d'une certaine façon la langue gauloise, dont il ne reste plus que 150 mots à peu près. Et puis, derrière, eh bien, sont venus les Germains, là aussi, et on n'oublie jamais que, dans le fond, franc, le mot franc, la langue française, les Francs étaient ce qu'on appelait des barbares germains qui ont franchi le Rhin. Et ben, le premier roi ne parlait pas le français. Donc ça nous a apporté des mots d'origine germanique. Donc vous voyez un peu de gaulois, beaucoup de latin, quelques mots germaniques qui vont s'implanter. Et puis là, alors c'est là qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Eh bien, d'une part, eh bien, nous exportons notre langue en anglais. Ben, c'est un autre livre hein, qui s'appelle La story de la langue française, où je parle aussi de la langue arabe Ouais. d'ailleurs. Et dans la story de la langue française, je montre que avec les Vikings, quand ils se sont installés, en fait, à un moment donné, ils sont allés reconquérir, installer en Normandie, l'Angleterre, et du coup, beaucoup de mots anglais sont français. Et à côté, alors arrive la civilisation arabe qu'on découvre à travers plusieurs voies. La première voie, elle n'était pas très positive, c'était les croisades. Ça nous a laissé quelques mots, mais très peu. Mais en revanche, comme toujours, quand on découvre une autre civilisation, on découvre un certain luxe, on découvre quelque chose de raffiné, et on est revenu avec des idées de commerce, de voie de la soie, etc. Et puis après, eh bien, il y a eu la conquête religieuse, la conquête arabe, évidemment de l'Espagne d'abord, et où là, très vite,
le monde latin, le monde européen, ben, s'est aperçu qu'à Cordoue, notamment, qui était dans le fond la grande capitale intellectuelle de l'Europe à l'époque, et bien c'était le monde arabe, la civilisation arabe, qui s'était implantée. Alors j'oserais faire un parallèle avec autant d'intelligence, si je puis dire, que les Romains l'avaient fait pour la Gaule. C'est-à-dire qu'ils se sont implantés avec une délicatesse, un respect d'ailleurs des religions, une structure bon, qui était nécessaire. Et donc, à côté de cette conquête qui était religieuse, il y a eu une conquête alors savante. Et c'est à Cordoue, principalement, qu'avec des gens, des savants comme Avicenne, comme Averroès, eh bien, tout le monde intellectuel s'est retrouvé. Et on l'oublie, mais c'est grâce à justement cette conquête de l'Espagne et cette installation à Cordoue que des savants grecs, Aristote, passant dans évidemment l'intelligentsia arabe, nous est venu. Hein, c'est grâce au monde arabe, en fait, et grâce à son installation à Cordoue, qu'on a retrouvé Aristote et puis toute une série de savoirs sur la médecine. Oui, on parlait avant le direct de ce film de Youssef Chahine, Le Destin. On voyait vers la fin du film donc les livres qui étaient sur le point d'être brûlés à Cordoue, donc à cause du début de l'intégrisme, et c'était le début de l'intégrisme dans ces temps-là. Et une partie de ces livres a été envoyée en Égypte et l'autre partie est récupérée par un des disciples d'Averroès vers la France, et ça rejoint totalement ce que vous dites. Donc, il y a à peu près combien de mots arabes en français, en sachant que ça augmente pratiquement tous les jours, hein. Oui, c'est ça. Alors, on peut dire que quand j'évoquais les voix de la langue, les voix VOIES, hein, Oui. de la langue arabe s'implantant donc dans la langue française, il y a eu les croisades, il y a eu la conquête religieuse, la conquête savante à travers Cordoue, la conquête économique. Alors c'est vrai que pendant plusieurs siècles, des mots qui d'ailleurs sont passés parfois du berbère à la langue arabe, du grec à la langue arabe, mais véhiculés par la langue arabe, comme abricot, mais des mots comme épinard, comme estragon, quand on fait son marché, potiron, sont des mots qui sont d'origine arabe. Et au total, pour répondre à votre question, quand ensuite il y a eu d'autres voies qui sont intervenues, bon, il y a eu la colonisation, la décolonisation, il y a le rap en ce moment, pour aussi évoquer un certain nombre de mots. On considère qu'il y en a au moins un millier, mais tout dépend. Alors là, je vais vous surprendre parce que c'est la même chose que pour l'anglais. Quand on me demande combien il y a de mots français qui sont d'origine anglaise, bon, ou inversement, tout dépend si on prend 30 000 mots, 60 000 mots ou 100 000 mots. Si on prend 30 000 mots, on va dire qu'il y a entre 500 et 1000 mots arabes. Si on prend 60 000 mots de la langue française, il y en a plus, il y en a 1000. Mais si on en prend 100 000 ou 200 000, alors il y en a encore beaucoup plus, parce que, évidemment, comme le monde arabe a apporté beaucoup de mots de la médecine, beaucoup de mots de la botanique, de la flore, la faune, ce sont des mots savants et on ne les trouve pas dans les 60 000 premiers mots de la langue française, on les trouve un peu plus loin dans les 100 000 premiers mots de la langue française. Donc un médecin, sans le savoir ou en le sachant, utilise beaucoup de mots grecs dès qu'il est dans la pharmacopée et dans la flore et la faune, bon, qui nous a apporté beaucoup de mots. Donc, je disais que ça évolue tous les jours puisque les mots arabes continuent d'arriver quotidiennement aux Français avec la présence, comme vous l'expliquez d'ailleurs lors de vos conférences, de populations d'origine arabe en France. On entend plus parler aujourd'hui de le seum, Oui, on attend le kiff kiff, on attend oui c'est beaucoup ça. de mots qui arrivent, et même paraît-il votre grand-mère vous disait déjà kiff kiff dans Oui, le temps. c'est ça. Alors, c'est un très bon exemple que vous donnez parce que il y a l'arabe
littéraire, l'arabe, si vous voulez, de Classique, grande oui. qualité, classique, ou kif kif, alors prononcé à la française, hein, veut dire pareil, pareil. Donc c'est vraiment une équivalence. C'est devenu un peu gentiment et familièrement kif kif. Alors il y a eu une chanson où on disait kif kif bourricot, etc. Bon, c'était plutôt amusant. Alors ma grand-mère disait toujours aussi, ah, tu as fait la nouba, sous-entend, je rentrais à 9 heures du soir, elle me disait que j'avais fait la nouba et que ma chambre était un gourbi. Bon, donc des mots familiers qui sont dus à la décolonisation ou à la colonisation. Et puis, effectivement, il y a le verbe kiffer, alors qui, lui, contrairement à ce qu'on imagine, se trouve déjà, le kiff se trouve déjà dans le dictionnaire de Trévoux au XVIIIe siècle, et qui était une notion de sérénité, mais liée bon, aux chambres, et qui a donné kiffer à un moment donné du côté de la drogue. Puis on a oublié la drogue, et c'est très bien comme ça. Et on a gardé le côté kiffer, sympathique, qui signifie aimer. Alors bon, les jeunes disent kiffer, ils ne savent pas toujours que c'est d'origine arabe. Et un académicien hors Sénat disait à juste titre qu'il faudrait l'introduire dans le dictionnaire d'académie. Je ne doute pas qu'il y soit dans la prochaine édition, et ça fait partie de l'évolution de la langue avec des mots plaisants. Et le seum, effectivement, c'est le venin. Hein. Oui. Alors avoir le seum. Alors ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand je fais des conférences sur le sujet, et qu'il y a parfois des réticences, il y a des gens, mais enfin, on ne peut pas dire avoir le cafard plutôt que d'avoir le seum. J'ai dit, mais oui, bien sûr, on peut dire avoir le cafard, mais c'est un mot arabe aussi. Donc, oui. Alors, vous avez évoqué à l'instant les dictionnaires. Je vois que derrière vous, il y a oui. beaucoup de livres et beaucoup de dictionnaires, paraît-il. Vous en avez plus de 10 000. Oui, alors c'est une forme de folie. Mon épouse qui est tout à côté confirmerait qu'il n'y a pas beaucoup de murs qui ne sont pas remplis de dictionnaires. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais rencontré Bernard Quemada, qui était d'origine espagnole et qui m'a initié à la lexicologie, la lexicographie. C'est lui qui a fait le fameux trésor de la langue française, qui m'a bien aidé d'ailleurs pour trouver les racines des mots arabes et par conséquent avoir des sources sûres, puisque c'est fait par le CNRS. Et donc dès l'âge de 20, 22, 23 ans, je suis tombé dans cette marmite, si je puis dire. J'ai commencé à collectionner les dictionnaires. Alors j'ai tous les petits Larousse, ce qui fait que depuis de 1905 à nos jours, mais tout ça, c'est de brocante en brocante, de vide-grenier en vide-grenier. Et quand un beau jour, au bout de 20 ans comme ça, de trac TRAQ, la traque des dictionnaires, vous avez le dernier Larousse qui manquait, vous avez toute la série. Ben, c'est formidable parce que, par exemple, le verbe kiffer, ou kiff-kiff, je vais le trouver dans le petit Larousse. Et je peux vous dire, pas là de mémoire, il faudrait que j'aille consulter toute la liste. Je peux vous dire, voilà, il est entré dans le petit Larousse de 1990. Wesh est entré à telle date. Et c'est intéressant parce que quand ça rentre dans le petit Larousse, quand un mot d'origine arabe rentre dans le petit Larousse, c'est une consécration. Il n'en sort pas. Il en sortira, bon, si on oublie, évidemment, si le mot finit par ne plus avoir de grande fréquence, mais il y en a d'autres qui arriveront. Alors, ce qu'il faudrait dire, c'est que la langue arabe, à mes yeux, j'aime beaucoup aussi évoquer l'histoire de la langue anglaise, mais l'anglais n'a pas toujours nourri la langue française. D'ailleurs, il l'a mal nourri parce que parfois, ce n'est pas des mots qu'on aimerait garder. Mais la langue arabe, dans le fond, depuis le 9e et 10e siècle, eh ben, constamment, elle nous amène, elle nous apporte des mots. Alors, j'évoquais tout à l'heure les côtes anglaises. Mes grands-parents paternels étaient à Boulogne-sur-Mer. Et je me souviens quand le premier couscous s'est installé. Et d'un seul coup, des mots nous sont arrivés. Merguez, couscous, et le souvenir plaisant, parce que mon grand-père trouvait ça très bon, c'était la première fois qu'on l'amenait, et il a vu de la sauce tomate au milieu de la table, et habitué à se servir de grandes rasades de sauce tomate sur le riz, il s'est dit c'est la même chose. Et vous voyez ce qui est arrivé. Il a découvert que l'harissa, il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon c'est très fort. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des Français qui, évoquant des jeunes, pas ma génération,
mais des jeunes évoquant le couscous. Alors, le couscous, non, mais un méchoui. C'est pas évident qu'ils sachent que ça vient de la langue arabe. C'est entré dans nos menus et donc on a comme ça beaucoup de chance. Alors, on va parler un peu de choses qui fâchent. L'Europe et la France craignent un peu en ce moment l'islam. Alors, est-ce que vous autres spécialistes de la langue française, vous ne craignez pas aussi l'arrivée massive de la langue arabe au sein de la langue française? Alors moi, je ne crois Ou vous pas pensez que c'est un enrichissement de la langue française, comme vous Oui, semblez le dire? oui, c'est ça. Moi, je ne pense pas que euh, quelque langue que ce soit l'italien, qui a eu aussi son moment, mais au contraire, je pense que connaître l'histoire de sa langue, savoir que tel ou tel mot qu'on utilise tous les jours, un sorbet, par exemple, quand on va au restaurant, c'est un mot d'origine arabe, c'est rappeler que nous sommes des peuples qui doivent être en harmonie et qu'il y a une différence entre, si vous voulez, l'aspect religieux. Alors là, bon, c'est parfois des frictions, des combats, il peut y avoir des excès. C'est pas le problème du linguiste, c'est pas le problème du lexicologue. Mais dans la langue, qu'il y ait, qu'on sache même d'ailleurs ce que veulent dire les mots arabes correspondant à la religion, c'est important, ça permet de mieux se comprendre et je pense que mieux on saisit combien nos langues sont enrichies aussi des autres langues en les intégrant, puisque bien sûr, un mot comme orange, par exemple, se prononce pas comme ça en arabe. Moi, je vous donne le mot avec sa prononciation en français. Or, orange, c'est prononcé orange parce qu'il y avait la ville d'Orange. Normalement, ça aurait dû être Arrange, Narange, Arrange, et on a dit orange à cause de la ville. Donc, on voit bien qu'on adapte. Et de la même manière, quand on va en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, puisque mon témoin de mariage est tunisien, est un grand ami, un grand professeur aussi de linguistique, ben on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de mots français. C'est-à-dire que c'est des échanges. Il y a beaucoup de mots français qui ont été aussi empruntés dans la langue arabe. Donc, c'est deux problèmes différents. Moi, je ne crains vraiment pas cela. Je dirais même que. Alors, je reçois. Alors, écoutez, d'ailleurs, je vais vous faire un aveu. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une lettre. Je reçois parfois des lettres agressives qui me disent mais enfin, les mots arabes. Alors, je renvoie toujours ça. Je vous la lis. C'est une dictée qu'on m'a demandé. Euh, il n'y a pas de hasard. Hasard, mot arabe. Si tu amalgames, amalgame, mot arabe. La lumière des bougies, mot arabe. À celle de l'azur, mot arabe. Les sitars aux guitares, mots arabes. Le lilas et le jasmin, mots arabes aussi. C'est que par le truchement, truchement mot arabe, de la poésie, tu nous fais rêver. Et comme l'albatros, mot arabe de Baudelaire, tu n'es à l'aise qu'en altitude, loin de nos mesquineries, mot arabe. Offrez-nous les vers comme un talisman, mot arabe, pour échapper au fardeau, mot arabe, des égoïsmes et des fanfaronnades, mot arabe. Fais-nous goûter par tes vers un élixir, mot arabe de belles pensées. Poète, prends ton luth, mot arabe, et sous le ciel nacré et ouaté, mots arabes, du couchant depuis les récifs de nos côtes jusqu'aux dunes, mots arabes, ambré du Sahara jusqu'au sommet de l'alcôve, mot arabe, au sommet du haut Atlas. Chante-nous tous azimuts, mots arabes, la beauté du monde. Mais il n'y a pas un Français qui sait que ce sont des mots d'origine arabe. C'est quand même une superbe poésie. Tout Donc, à fait, tout à fait. Merci beaucoup, professeur Jean Privot, pour ces moments très agréables sur les origines de la langue française et surtout sur l'influence de la langue arabe et comme quoi les langues peuvent mieux se porter que les êtres humains. En tout cas, merci beaucoup c'est et moi au qui vous plaisir de remercie. vous rencontrer une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci, Mostafa. Je vous souhaite tous les deux une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Hans.